Bonjour, bienvenue dans ce format spécial de la Minute Écolo. Alors je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Si vous nous suivez depuis l'année passée, vous savez que nous avons entamé un long voyage ensemble pour retracer l'histoire de la diplomatie environnementale mondiale. Aujourd'hui, pour clore ce chapitre, nous allons nous focaliser sur les deux dernières COP, la COP 26 et la COP 27, et nous allons mettre en lumière l'implication de la RDC dans les questions climatiques. Et pour le faire, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Bonaventure Mbondo, qui est coordonnateur du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement, mais aussi avec Jonathan Baki, qui est coordonnateur du réseau des éducateurs au développement durable. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Jonathan. Bonjour Bonita. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans la Minute Écolo. Installez-vous et ça commence maintenant. Comme nous le savons, c'est depuis quelques années, depuis 1995 que nous avons eu la première COP. Et d'année en année, l'intérêt s'est amélioré face à cette conférence jusqu'à devenir l'une des plus grandes du monde. Alors j'aimerais commencer par vous, Jonathan, pour vous demander, mais qu'est-ce qui justifie cet intérêt soudain de la communauté internationale sur les questions liées au changement climatique et sur la COP? Parce que nous avons les chiffres de la COP 27 qui ont réuni plus de 120 dirigeants du monde et plus de 40 000 participants. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt soudain pour les questions climatiques? D'abord, merci pour la question, parce que moi, à ma manière de répondre, je dirais que cet intérêt n'est pas que du côté de la communauté internationale, c'est aussi et également du côté des participants. Et donc, quand on parle des participants, on sait voir deux classes des participants. On sait voir les pays pollueurs et on sait voir les pays qui subissent la pollution. Donc, on a d'un côté les pays qui polluent, qui sont généralement les pays riches, et d'un autre côté, on a les pays qui subissent donc, c'est les impacts de cette pollution, et généralement, ce sont des pays pauvres. Alors, pour répondre directement à cette question, je dirais que cet intérêt se résume, en fait, on a une dénominateur commun, en fait, c'est la conservation, c'est le maintien de l'équilibre écosystémique. Puisqu'on veut maintenir l'équilibre écosystémique, puisqu'on veut conserver l'environnement, puisqu'on veut garder intacte la nature, et donc on doit se réunir pour pouvoir débattre autour des thèmes ayant trait à la conservation de l'environnement. Mais aussi, il faudrait préciser que cet intérêt a deux axes. Il y a l'axe des financements et puis il y a l'axe d'action, si je peux le dire comme ça. Exactement. Dans l'axe des financements, on est justement en train de sensibiliser les pays qui polluent les plus, les pays pollueurs, les pays industrialisés généralement, à les faire de plus en plus moins et aussi à débourser des sommes calculables qui vont aller à la destination des pays pauvres, des pays qui sont généralement non industrialisés, qui subissent donc l'impact de cette pollution-là. Et donc, moi, je pense que pour les pays pauvres, on sait déjà la réponse. L'intérêt serait le financement. Voilà. Il y a l'intérêt sur les financements parce qu'il faudrait également voir les réclamations des pays pauvres lorsqu'ils partent dans des COP. Ils réclament les financements pour qu'ils soient en mesure de pallier ces problèmes climatiques que leurs peuples sont en train de vivre. L'adaptation et l'atténuation, exactement. Alors, je reviens vers toi, Bonaventure. Et quelle est donc la position des nations africaines, mais aussi de la RDC, quant à cet intérêt qui est général et qui est soudain? Ok, pour commencer, je voudrais dire que cette dernière édition était très mouvementée. Mouvementée déjà, premièrement, parce qu'elle s'est tenue en terre africaine. Donc c'était une opportunité pour les États africains de enfin plaider pour que leurs préoccupations soient mises au centre de négociations. Donc, c'est ça qui a été fait. Et par rapport aux dernières éditions, aux anciennes éditions, cette fois-ci, l'Afrique est partie comme un seul homme, d'une seule voix, pour réclamer ce qu'il doit lui revenir des droits. L'Afrique aujourd'hui est placée parmi le continent le plus vulnérable. Pourtant, l'Afrique n'est pas historiquement responsable. Et pour cette 27e édition, les États se sont enfin réunis pour essayer de formuler des recommandations pertinentes pour aller plaider et peser comme une seule voix.
Et parmi les recommandations, on a beaucoup plus retenu la question d'adaptation. La question d'adaptation et des financements, parce que quand on parle d'adaptation, on fait directement allusion au financement, parce que pour que les États puissent s'adapter, il faut qu'il y ait des financements. Donc c'était ça la première question. Et la deuxième question, c'était de plaider pour que dans la politique de mise en œuvre pour la lutte contre le changement climatique, qu'il y ait la reconnaissance des États et des priorités, au fait, qu'il y ait la reconnaissance des priorités et des besoins de chaque État par rapport à sa contribution. Là, on a beaucoup plus martelé sur la question de transition énergétique juste, donc pour demander aux États que, ouais, aujourd'hui, on doit transiter vers les énergies renouvelables, mais il faudrait que les États et les priorités de chaque les besoins et les priorités de chaque État soient pris en compte. Donc, c'était dans cette approche-là que l'Afrique s'est présentée à ces négociations-là, et particulièrement pour la RDC. La RDC est partie avec une position qu'elle a défendue depuis Glasgow comme une solution à la crise climatique. Et elle a mis en avant, la RDC, bien sûr, elle a mis en avant ses potentialités environnementales, ses minéraux stratégiques, ses forêts et tout, pour enfin attirer l'attention du monde et plaider pour qu'elle puisse aussi être considérée, que sa position soit maintenue. Ouais. Alors, c'est très bien que vous parliez de COP26, de Glasgow, de transition écologique. Moi, ça m'intéresse. Justement, on est là pour parler de cette fameuse COP26 où la RDC s'est présentée comme pays solution à la crise climatique. Mais Jonathan, je reviens vers toi. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est l'essentiel à retenir de la COP26 où nous avons vu à la fois le chef de l'État que la VPM en charge de l'environnement clamer haut et fort que la RDC est pays solution au changement climatique? Mais en quoi est-ce que la RDC est pays solution au changement climatique? Bon, c'est quand même une question qui a deux volets des réponses. Il y a ces volets qui est beaucoup plus tourné vers la politique, et un autre volet qui est beaucoup plus tourné vers la science. Pourquoi j'ai dit la politique et la science? Parce que la politique voudrait assez que nous puissions aller dans des négociations. Les négociations, ce sont des actions purement politiques. Alors, la science voudrait assez que l'on parte sur des démonstrations. Et les démonstrations, ce sont des chiffres, ce sont des démonstrations chiffrées. D'où, lorsque vous prétendez dire que vous êtes un pays solution, politiquement parlant, vous devrez être en mesure comment je peux dire, de bien faire, de bien appliquer la diplomatie pour que vous puissiez être entendu. Et lorsque vous parlez vous parlez des pays solutions du point de vue scientifique, il faut quand même démontrer sur base de quoi est-ce que vous êtes réellement un pays solution. Est-ce que lorsqu'il parlait de la RDC comme un pays solution, il faisait allusion aux forêts tout simplement, ou il y avait d'autres richesses environnementale. Non, mais vous me posez la question. Vous me posez la question. Ça m'intéresse parce que j'aimerais avoir votre avis. Oui. La RDC, pays solution au changement climatique. Du point de vue scientifique, on va y aller d'abord du point de vue scientifique. Oui. Si il vous est demandé de démontrer scientifiquement que la RDC est justement pays solution au changement climatique, qu'est-ce que la COP26 a offert au monde entier? Voilà, ça maintenant vous avez amélioré la question, ça me permet de bien répondre. En fait, du point de vue scientifique, la RDC n'est pas un pays solution, selon moi. Pourquoi la RDC n'est pas un pays solution? Parce que c'est sur base de quels chiffres que nous sommes en train de nous proclamer comme un pays solution. Parce que la solution doit être appliquée à un problème, et le problème, il est là. Le problème, il est chiffré. Aujourd'hui, on crie haut et fort qu'il y a des inondations. Il y a la perte de la biodiversité. Et quelles sont des solutions chiffrées que nous avons pour pallier à ces problèmes-là? Et donc, la République démocratique du Congo, scientifiquement parlant, n'est pas un pays solution, peut-être politiquement. Alors, je signale déjà que Jonathan parle pour lui. Et je ne sais pas si Bonaventure aura un avis contraire, mais je pense quand même que l'idée dans Pays Solutions Changement Climatique, c'était de vanter aussi les potentialités de la RDC. On est sans ignorer que nous avons une très grande forêt qui a une grande capacité de séquestration de carbone. On est sans ignorer qu'avec nos minerais, nous sommes l'un des plus grands piliers de la transition écologique. Je pense que c'est tous ces atouts-là que la COP26 était le meilleur cadre pour vanter justement la RDC comme pays solution. Bonaventure, quelle est ta lecture des choses? Ouais, par rapport à ces deux COP, bon, moi je prends... D'abord la COP26, où on a commencé, pays solution. Ouais, c'était d'abord un bon début parce qu'il fallait
faire cette campagne-là au niveau international pour que les regards soient braqués sur les potentialités que nous regorgeons. C'était d'abord la première phase parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Mais il y a une deuxième phase qui devait continuer, c'est de savoir quelles sont les politiques efficaces qu'on devait mettre en œuvre, en place pour que cette position soit réellement démontrée. Donc c'est ça peut-être que nous n'avons pas encore réussi à faire, mais à partir de la COP27, c'était un bon début parce qu'il fallait faire cette campagne-là et malheureusement, nous sommes partis encore avec le même discours à la COP27. Pourtant, à la COP27, les paradigmes avaient changé. Il fallait aller avec les pragmatismes parce que c'est la COP27 qui se voulait une COP de mise en œuvre. Donc voilà, malheureusement, nous sommes partis encore avec ces discours que moi je traite de verbiage. Malheureusement, c'est ça, on a été un peu dessus par rapport à ça parce que la campagne a été déjà faite au niveau de Glasgow à la COP26. À la COP27, il fallait outrepasser cette étape-là. Donc vous avez eu l'impression que c'était un slogan de trop. C'était un slogan de trop. Cette campagne a déjà été menée. Donc à la COP27, on devait un peu se surpasser pour aller au-delà. Voir, bon voilà, on est pays solution. Alors qu'est-ce qu'on met sur la table? Nos forêts, ok, est-ce qu'elles sont certifiées? Quelle est la capacité de séquestration exactement? Combien de forêts nous appartiennent encore? Parce qu'on entend dire que non, on a déjà perdu à peu près 45% de nos forêts ne sont plus entre les mains de l'État. Donc voilà. Ce sont toutes ces questions-là liées à la gouvernance qu'il fallait élucider d'abord au niveau national avant de se présenter à la COP27 et espérer revenir avec un gros paquet. Alors tout de suite, je me demande, n'est-ce pas prétentieux, j'ai envie de dire, dans notre contexte, que ce soit institutionnel, politique, dans notre contexte économique, de se clamer comme pays solution. Vous trouvez ça, mais Jonathan, est-ce que tu trouves ça prétentieux de le faire? Moi, en tout cas, à mon avis, c'est vraiment prétentieux de les faire parce que, comme Bonaventure l'a dit, vous allez comprendre que lorsque l'on parle des démonstrations des potentiels environnementaux, ce n'est pas sur base des vides, ce n'est pas sur base des discours. Ce sont des chiffres que vous mettez en avant-plan avant de pouvoir appliquer maintenant les stratégies pour réellement démontrer que la RDC est un pays solution. Et dans cette position-là, lorsque vous allez dans de telles rencontres en ayant dans la tête que nous n'avons pas de données chiffrées, alors là, ça devient de la prétention. Ça devient de la prétention parce que vous prétendez être une solution, mais sur les cas pratiques... sur base des potentialités. Les potentialités, Madame Bonita, ça se mesure. Par exemple, la RDC a combien de tonnes de carbone? Et ces tonnes de carbone est vendue à combien par hectares? C'est ça les chiffres dont je parle. Et donc, si vous n'avez pas tous ces données-là, les restes, c'est rien du tout. C'est comme ça que je suis d'avis que c'était de la prétention. Ok, une prétention qui a quand même duré 2 COP, d'accord? Et alors, Bonaventure, vous avez eu la possibilité et l'opportunité de participer physiquement à la COP 27. Est-ce que vous pouvez nous faire en quelques mots le parallélisme entre les 2 COP, la COP 26 et la COP 27? Nous insistons sur les 2 COP à cause de l'implication de l'État que nous avons ressentie et qui s'est aussi ressentie au niveau mondial. Comment on peut différencier les 2 COP? Bon, déjà, de première vue, elles sont différentes parce qu'il y a l'autre qui s'est tenue à Glasgow, elle se nomme 26, et il y a celle qui s'est tenue en Égypte, la COP 27. Oui, mais sur les plans retombés ou sur les plans avancés, je ne trouve pas de différence en fait. Parce qu'à la COP 26, les États ont renouvelé l'ambition de maintenir la température moyenne de la Terre à 1,5 degré, conformément à l'accord de Paris. C'est ce qui a été retenu. À l'issue de la COP, il y a eu le pacte de Glasgow qui a maintenu cette ambition-là. Et les États s'étaient dit que non, à la prochaine édition, on ne va plus renouveler les ambitions, mais on va maintenant se battre pour la mise en œuvre. Et on est parti en Égypte. Malheureusement, les États se sont tiraillés. Il n'y a pas eu de mise en œuvre concrète. Parce que là, on s'attendait que les États vont prendre des engagements qui vont réellement permettre à l'humanité de maintenir la température à 1,5 degré par rapport à l'accord de Paris. On s'attendait qu'il y aura mise en œuvre par rapport aux financements qui ont été promus, l'enveloppe de 100 millions de dollars qui devait être mobilisée par les États développés en faveur des États pauvres et beaucoup plus impactés. On attendait tout ça, mais malheureusement, on arrive à la COP27, les discussions tirent à longueur et finalement, on sort encore avec l'élaboration, la mise en place d'un fonds. Les fonds pour les pertes et les dommages. Mais vous vous imaginez qu'il n'y a pas de différence.
Les fonds qui a été... Le premier fonds n'a pas été il n'a pas été opérationnalisé. Et les États ont du mal à mobiliser ces financements-là. Mais comment vous pouvez arriver à mettre encore un deuxième fonds qui va s'opérationnaliser au Qatar, à la COP28? Parce que jusque-là, il n'y a pas de retombées de ces fonds-là. Ces fonds-là, il y a des commissions qui ont été mises en place pour travailler sur l'opérationnalisation de ces fonds, pour savoir qui va mettre l'argent et combien sera alloué pour ces fonds-là. Donc, vous imaginez que ce sont des COP qui n'ont pas connu vraiment d'avancée, parce que là, il n'y a pas eu de mise en œuvre, parce qu'il n'y a pas eu des engagements aussi concrets par rapport à la sortie des États des énergies fossiles. Ces énergies qui sont en train aujourd'hui d'alimenter la crise climatique et qui, si on ne prend pas des mesures efficaces, dans 8 ans pour 2030, on ne va pas maintenir la température à 1,5 degré conformément à l'accord de Paris. Donc ça sera vraiment un échec. Mais ce n'est pas la première fois que les États se retrouvent dans un état où ils n'avancent pas. Parce que ça s'est passé aussi avec le protocole de Kyoto, à la COP3, qui a été ratifié 8 ans pratiquement plus tard. Donc c'est des négociations en négociation et ça a été ratifié pour finalement échouer. Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça, mais quelles sont les attentes pour la COP28? Qu'est-ce que les États africains attendent pour la COP28? Qu'est-ce que le monde attend comme avancée pour la COP28? Pour les États africains, je pense que chaque État a une motivation propre à lui. Mais moi, je pense que si je devrais donner un ressenti, je pense que nous devrions être beaucoup plus pragmatiques dans la démonstration de nos potentiels et aussi dans l'implantation des lobbying. Donc, il faudrait que nous ayons une diplomatie insistante et aussi vraiment avoir tous les moyens pour pouvoir appuyer ou sinon attirer l'attention de la communauté internationale en vue d'un dégagement de fonds équitables. Mais il est maintenant, je dirais, écœurant de constater que la position de l'Afrique et surtout de la RDC, j'ai pas envie de mettre beaucoup de commentaires, donc nous partons beaucoup plus en mode, comment je peux dire ça? La politique de la main tendue. Voilà, la politique de la main tendue, alors que c'est un cadre de négociation. Nous sommes en train de négocier parce que nous avons des potentiels qui permettent à ce que la crise climatique soit atténuée. Et donc, ce n'est pas que nous partons tendre la main. Donc, nous partons rendre un service à l'humanité et qui sont les pays qui ont commencé, comme Bonaventure l'a dit, des pollueurs historiques, ils doivent débourser quand même quelques sommes pour pouvoir nous aider, nous les pays pauvres, à pouvoir s'adapter dans ces problèmes des crises climatiques. Mais moi, je me dis, c'est une réflexion qu'on fait ensemble, que pays solution au changement climatique pourrait être aussi pays problème au changement climatique. Ça veut dire que si les forêts de la RDC ne sont pas conservées, on pourrait être cette bombe atomique qui va mettre tout le monde KO. Alors, quelle est la position que la RDC, la position de force pour la RDC Bonaventure? Est-ce qu'on doit se présenter comme pays solution ou comme pays pauvre, comme pays problème au changement climatique? Bon, la position doit rester comme telle. On doit se présenter comme pays solution parce qu'on a la solution. La réelle solution, c'est cette potentialité-là que nous regorgeons en termes de minerais stratégiques indispensables dans la transition énergétique. Ça, c'est vraiment une solution parce qu'aujourd'hui, les débats tournent autour de ça. Et aussi, les nerfs du problème, en tout cas, c'est cette histoire de la migration, de quitter vers les énergies fossiles, des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. C'est ça vraiment le problème. Moi, je dirais que la RDC doit continuer à se présenter comme solution, mais en améliorant certaines choses au niveau interne et en tirant cette sonnette d'alarme-là pour dire que non, eh bien, si il n'y a pas de mesures conséquentes qui sont prises et que s'il n'y a pas cette reconnaissance-là en termes de partenariat gagnant-gagnant, parce que vous avez parlé ici de la politique de la main tendue, non, on doit cette fois-ci aller dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Nous, on met nos forêts sur la table et vous, qu'est-ce que vous nous remettez en retour? Ce que vous nous remettez là, ces paquets-là, ça doit vraiment contribuer à l'amélioration du bien-être de communautés qui, pour la plupart, dépendent de ces forêts et tout. Donc, moi, je me dis qu'on doit aller dans cette position-là, tout en rappelant que si rien n'est fait,
il y aura un sérieux problème que nous allons déclencher. Donc voilà. Alors très bien. Je suis contente parce que je suis avec des jeunes et les 2 dernières COP nous ont montré l'implication de la jeunesse, notamment par les mouvements associatifs, dans les questions qui concernent le climat. Alors, on va imaginer que vous êtes aujourd'hui, la question s'adresse à tous les deux, vous êtes aujourd'hui négociateur senior de la République démocratique du Congo à la COP qui va se dérouler à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Quel serait votre plaidoyer? Quel serait le plaidoyer de ce négociateur qui va parler au nom de toute la nation congolaise? Je commence par Jonathan. C'est très simple. Les dégagements des fonds. Moi, j'aime l'argent. En fait, je voulais insister sur le fait que lorsque vous n'avez pas de fonds, lorsque vous avez l'insuffisance en termes de fonds, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit. Et je prends les cas pratiques de la RDC. Nous avons besoin de l'argent pour conserver nos forêts. C'est clair, on a besoin d'argent parce que la communauté les communautés locaux qui vivent dans des forêts, qui ont besoin de cette forêt-là pour vivre, qui ont besoin de tous ces espaces-là que ça reste net pour qu'ils vivent. Mais lorsque vous venez avec les histoires de l'énergie fossile qui va nécessiter qu'on dérange la forêt, qu'on coupe les arbres, mais où est-ce qu'ils iront trouver les ressources, les communautés? Donc du coup, ça sera difficile que nous puissions aborder une question en dehors du fait de mettre au centre de ces négociations le bien-être de ces communautés, parce que c'est également cette communauté qui s'occupe d'une manière indirecte de la conservation de ces forêts-là. Donc pour moi, si j'étais négociateur à la prochaine COP, les discussions tourneront autour de l'argent. L'argent. Un message lancé au président de la République. Oui. Vous avez un négociateur qui va tourner autour de l'argent. Bonaventure, quel serait ton plaidoyer? Bon, moi je ne m'inscris pas dans le même ordre d'idée que Jonathan. Moi, si aujourd'hui je suis négociateur junior, je peux le dire, je vais plaider pour que la question sur les transferts de technologies soit vraiment réalisée. Okay. C'est ça le problème, en fait. Qui est vraiment cette ambition-là de transférer les technologies pour que nous soyons à mesure de quantifier nos potentialités. Ça, c'est de 1. Et l'autre plaidoyer, c'est de demander à ce que les politiques de certification des forêts, que ça soit revu, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est eux, là-bas, qui définissent certains critères pour que les forêts soient certifiées. Et c'est eux qui définissent à quel prix la tonne doit être vendue. Et du coup, pour les États qui n'ont pas une bonne gouvernance au niveau national, il y a tellement d'insuffisance et ils n'ont pas la capacité de peser ou de faire à ce que leurs forêts soient certifiées. Donc, ce sont ces politiques-là qu'on doit essayer de revoir pour donner la facilité à chaque État de se faire inscrire et de profiter vraiment de ce qui doit lui revenir. Parce qu'il y a vraiment une grande escroquerie dans cette histoire-là de crédit carbone et ça doit vraiment être revu. Parce que si on va dans des négociations où tout est réglé et défini par eux pour leurs propres biens, je crois qu'on sortira toujours avec des regrets. Donc nous sommes dans un marché où l'acheteur est celui qui fixe le prix. Il fixe les prix, il fixe aussi les critères pour que vous soyez reconnus. C'est ça le problème. Nous, on a nos forêts, mais pour que ces forêts soient retenues certifiées, il y a des critères déjà bien définis par eux qui doivent verser l'argent. Vous sentez que déjà même comme on est là, quand moi je te vends quelque chose, je dois payer, je ne peux pas faire en sorte que tu puisses reconnaître vraiment la valeur de ce que tu me vends. Donc voilà, ce sont ces questions-là qui doivent être vraiment élucidées et traitées avec vigilance pour que chaque partie soit à l'aise de vendre ses potentialités et de peser sur la table. Alors nous chutons très lentement. J'aimerais savoir, Jonathan, quel est le message d'espoir que vous pouvez adresser à toutes ces populations congolaises, que ce soit à l'Est, que ce soit en province, parce qu'on a tendance à penser que le Congo c'est Kinshasa, pas du tout, mais toutes ces populations qui sont touchées par les effets du changement climatique, quel serait votre message d'espoir? Oui, le message d'espoir, en fait, ça se résume pour moi en un seul mot, c'est l'engagement. Et pourquoi j'ai dit engagement? Parce que on ne saura pas sortir de la crise climatique si on n'est pas engagé.
aujourd'hui, il y a des mouvements de protection de l'environnement qui deviennent, je ne sais pas, comme des surveillants dans ces domaines-là. Et donc, on a envie de voir ces mouvements s'agrandir. Parce que plus on est nombreux, comme dit dans la Bible, plus on est nombreux, plus on a la possibilité de faire une bonne pression en vue de voir changer les choses. Donc, un message d'espoir, c'est l'engagement de la jeunesse. L'engagement de la jeunesse. Mais cette jeunesse doit être consciente, elle doit être éduquée au changement climatique, ce qui n'est pas encore gagné, en tout cas. Bonaventure, un mot par rapport à toutes ces personnes qui sont touchées par les effets du changement climatique en RDC. Bon, pour toutes ces personnes, je dirais que le mieux est déjà de comprendre que cette crise est réelle et que la lutte contre la même crise, c'est une affaire de tous. On est impacté, bien sûr, mais on ne doit pas s'y lasser. On doit continuer à agir tant qu'on peut, à notre échelle, pour apporter notre part des solutions et tout en continuant aussi à mener des plaidoyers pour que les ressources qui sont allouées pour l'amélioration des bien-être de ceux qui sont au fond, c'est au fond, ouais. À l'intérieur du pays et qui sont en contact direct avec la nature, qui se retrouvent en fait et qu'ils puissent vraiment bénéficier de leurs efforts de conservation. Donc c'est ça le seul message que je peux passer. Alors merci beaucoup. Notre message, c'est d'encourager toutes ces personnes qui sont victimes des effets du changement climatique, les inondations, la perte de la biodiversité, les maladies émergentes qui arrivent à cause des effets des changements climatiques. Mais c'est que la lutte continue et la jeunesse n'a pas l'intention de s'arrêter jusqu'à ce que nous trouvons une solution qui nous permette de lutter et de gagner cette lutte ensemble. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je remercie mes invités et je vous donne rendez-vous prochainement dans un nouveau chapitre de la Minute Écolo. Merci.